suis Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Je suis Karim Bagdad, je suis chercheur à l'IRIS. Wassim Nasr, je suis journaliste à France 24 et je suis spécialisé sur les mouvements et mouvances djihadistes. La guerre a commencé la nuit dernière, vous l'avez suivi avec nous toute cette journée, mais c'est de toute évidence une nouvelle phase qui a débuté. Les troupes américaines ont effectué à l'aube un raid au cœur même de Bagdad. Elles contrôleraient ce soir 3 palais présidentiels. Les premières images montrent des bâtiments fastueux et totalement désertés. La garde républicaine irakienne reste invisible. Bagdad aux mains des Américains après 3 semaines de guerre, édition spéciale du journal, avec tout de suite ces quelques images qui résument l'essentiel. D'abord la chute de Saddam Hussein, le despote reste introuvable, mais sa statue a été déboulonnée il y a un peu plus de 3 heures sur la place centrale de Bagdad. L'intervention américaine donc, a duré 3 semaines, à partir du 20 mars, ou 21 mars jusqu'au 9 avril. Elle était donc voulue depuis un certain nombre de mois par George Bush qui, à défaut de vous pouvoir punir Oussama Ben Laden après les attentats du 11 septembre, eh bien, s'est mis en tête de renverser Saddam Hussein. Vous vous souvenez des accusations qu'il avait portées d'ailleurs de complicité, de collaboration de Saddam Hussein et Oussama Ben Laden, accusations qui étaient fausses, et surtout les accusations de dissimuler des armes de destruction massive. Donc il y avait eu toute une manipulation à laquelle avait pris part à la fois la CIA, les services britanniques, Tony Blair. Ce n'était pas vrai. Le régime de Saddam n'aidait pas Al-Qaïda. Par contre, le régime de Saddam, il avait une certaine bienveillance, si je puis dire, vis-à-vis d'un mouvement djihadiste kurde. Parce que, paradoxalement, le premier mouvement djihadiste en Irak, c'était un mouvement djihadiste kurde, Ansar al-Islam, au Kurdistan irakien. Fin année 2002, 2003, ils ont commencé à s'implanter et donc ça s'est amplifié avec l'intervention américaine, bien sûr. Et vu le conflit entre Bagdad et le Kurdistan irakien à l'époque, ils ont pu bénéficier, donc ces djihadistes kurdes, j'insiste là-dessus, d'une certaine, pas bienveillance, mais d'un laisser-faire de la part de Bagdad, qui d'ailleurs n'avait pas son mot à dire au Kurdistan irakien, mais qui n'a pas empêché, on va dire, cette organisation de se ressourcer dans les territoires qu'il contrôlait. Voilà. Mais ça n'est pas aller plus loin que ça. Et là, on ne parle pas d'Al-Qaïda, on parle d'une organisation djihadiste kurde, d'accord, proche d'Al-Qaïda, mais ce n'était pas Al-Qaïda. Avant l'invasion américaine, il n'existait pas Al-Qaïda en Irak. Il n'existait même pas des organisations ou des partis islamistes. Un tout petit parti existait dans l'est de l'Irak, dans la région kurde, un parti islamiste très très minoritaire, mais qui n'était pas un parti engagé dans la lutte armée. Donc il n'existait pas. Mais c'est après l'invasion américaine qu'Al-Qaïda a décidé d'envoyer al-Zarqawi pour organiser. Chaque invasion provoque la résistance. Et donc Al-Qaïda a profité pour ça. Il a envoyé un Jordanien qui s'appelait al-Zarqawi, qui était formé dans les maquis, dans les rangs d'Al-Qaïda en Afghanistan, pour organiser Al-Qaïda en Irak. C'est comme ça qu'Al-Qaïda est né en Irak. Mais encore, lorsqu'en 2004, Al-Qaïda a fondé la branche irakienne d'Al-Qaïda, la branche irakienne d'Al-Qaïda était une branche parmi d'autres groupes. Et finalement, constitution d'une coalition internationale dominée par les États-Unis, 140 000 hommes, plus une dizaine de milliers de Britanniques, quelques Italiens, etc., qui ont rapidement envahi et renversé le régime de Saddam Hussein, 3 semaines. Donc l'opération de renversement en elle-même a été plutôt bien menée. C'était une intervention militaire sans accord de l'ONU. Donc tout ce qui est au niveau de relations internationales, toute intervention qui n'a pas la caution du Conseil de sécurité est considérée comme une invasion, pas une intervention. Le problème, c'est que l'administration américaine n'avait pas préparé l'après, et donc ensuite, ça a été une accumulation d'erreurs successives, et la principale de ces erreurs ayant été le démembrement, la démobilisation de l'armée
entière, hein, des services de renseignement, de l'appareil sécuritaire, qui tenait le régime. Il aurait fallu écrémer le régime, probablement couper une centaine de têtes, mais garder l'ossature du régime, l'armée, les services de renseignement, la police, etc. Les Irakiens, les ONG, les diplomates, etc. Et tout le monde a été unanime pour dire ils vont dans le mur parce que rien n'était préparé. Il y a eu plusieurs mouvances, que ce soit djihadistes ou rebelles ou claniques, qui ont combattu les Américains, du côté chiite comme du côté sunnite. L'Irak est le pays frontière du monde sunnite et chiite. De l'autre côté du châtel arabe, c'est l'Iran. L'Irak, ça a été aussi historiquement un pays de marche, c'est un pays qui a été convoité, qui a été envahi à 17 reprises. Mais justement, les envahisseurs n'ont jamais réussi à maîtriser ce pays où il y a un sens de la rébellion très fort. Hein. Les Irakiens sont des guerriers. C'est un pays de tribus, et dans les tribus, à 11 ans, un gosse irakien, il sait manier une Kalachnikov. Donc voilà, c'est un pays dont l'histoire est très importante quoi, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est surtout une mosaïque confessionnelle, donc ça veut dire un équilibre politique très très fragile. Effectivement, il aurait fallu, les Américains ont cherché un soft Saddam, mais ils ne l'ont pas trouvé après. Parce que le propre des dictatures, c'est justement d'éliminer tout compétiteur, tout rival. Donc c'est un pays extrêmement difficile à gérer, à gouverner. Et s'attaquer à l'Irak comme les Américains l'ont fait en 2003, c'était vraiment la dernière des choses à faire, en tout cas la manière dont ils sont pris. Puis l'Irak, donc voisin de l'Iran, donc ça veut dire l'Iran a pris sa revanche sur l'histoire. L'Iran a placé les chiites en position de force et a fait en sorte que l'État irakien soit faible pour que cet État irakien ne le menace plus comme il l'avait fait en 1980 lorsque Saddam Hussein avait déclaré la guerre. Vous avez la Syrie au-dessus qui en 2003 était aussi dans le collimateur des Américains. La Syrie qui était le frère ennemi pourtant de l'Irak, mais ils se sont entendus contre les Américains. Donc le régime de Bachar al-Assad a laissé passer, a fermé les yeux sur le passage de combattants étrangers, de djihadistes qui sont allés combattre les Américains. Et puis vous aviez de l'autre côté l'Arabie Saoudite, qui aussi est un pays important. Donc l'Irak, ça n'est pas la Libye. On parle beaucoup du problème libyen, mais la Libye n'a pas les mêmes voisins que l'Irak. L'Irak, c'est vraiment, on est en plus au cœur de l'arabité. Bagdad, l'histoire de Bagdad, le califat abbasside, Damas, Bagdad, voilà. Là, on est en plein cœur du monde arabe, un pays phare, un pays avec une histoire violente et qu'il est très difficile de maîtriser. Les Américains, ils sont allés non seulement sur le plan militaire, mais une fois arrivés à Bagdad, ils se sont comportés comme des conquérants à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite mis fin à toutes les associations irakiennes, et notamment l'armée irakienne. Ils ont dissous l'État, ces associations, notamment l'armée. Du jour au lendemain, l'Irak n'avait plus d'armée. Les Américains, ils pensaient que l'euphorie des premiers jours où la chute de Saddam Hussein a quand même enthousiasmé une partie de la population, les Américains pensaient que tout est fini. Et l'Irak, c'est un pays important, c'est un pays charnière dans le monde arabe, charnière entre le monde sunnite et le monde chiite, hein, à la frontière de l'Iran. C'est un pays, c'est une mosaïque confessionnelle avec des Kurdes, des chiites, des sunnites. Tout ça ayant tenu sous la férule d'un dictateur, effectivement. Et lorsqu'on a soulevé le couvercle, eh bien, tout ça est remonté à la surface. À partir du moment où les piliers de cet État, l'armée, les services de sécurité, la police, ont été démantelés, démembrés, etc., dans une société où les uns ont opprimé les autres, où le pouvoir les a opprimés, etc., ensuite, après, il y a un sentiment de vengeance qui ressurgit, et ce qui fait qu'ensuite, il n'y a plus de sentiment d'appartenance nationale, mais un sentiment d'appartenance confessionnelle. C'est ça le problème de l'Irak, c'est qu'il n'y a plus, on ne se sent plus irakien, on se sent d'abord sunnite, d'abord chiite, d'abord kurde, et surtout chez les Kurdes, où l'enseignement de l'arabe n'est même plus obligatoire. Voilà, ce pays a perdu l'appartenance à un sentiment national. Et les victimes
de la dictature, les Kurdes et les chiites se sont vus récompensés par le nouveau pouvoir américain, par le nouveau proconsul américain, Paul Bremer, idéologue néoconservateur américain, qui donc les a récompensés, donc qui a offert aux Kurdes un certain nombre de territoires disputés à la lisière de leur région dans le nord, les Kurdes qui vont disposer d'une large autonomie. Et les chiites, eh bien les chiites, eux, comme ils représentent effectivement la majorité démographique, eh bien eux vont obtenir le poste ensuite de Premier ministre et mettre leurs hommes un petit peu partout. C'est la revanche des gueux, c'est la revanche des opprimés, etc. Et avec cette volonté de punir la minorité sunnite qui avait effectivement monopolisé le pouvoir pendant des décennies, mais qui, monopolisant le pouvoir aussi, avait le savoir-faire pour tenir l'Irak. Et lorsque cette minorité sunnite a été écartée, humiliée, etc., alors ça a provoqué effectivement la colère de ces gens-là, qui ensuite vont alimenter les groupes rebelles sunnites, qui s'en prendront à la fois au nouveau pouvoir américain, et aux forces de la coalition, notamment les Américains. Et puis surtout, ça a privé le nouvel État irakien de toute cette connaissance, de cette capacité, de tout ce savoir-faire de permettre à l'État de continuer. Et donc, le nouvel État irakien s'est retrouvé sans savoir-faire. Et voilà, donc ensuite, tout ça a sombré à partir de 2004, début 2004, dont les groupes rebelles se sont formés, structurés et armés, etc. Et comme c'est des gens qui venaient de l'armée de Saddam Hussein, des services de renseignement, qui avaient combattu contre l'Iran, qui avaient réprimé à l'intérieur, c'est des gens qui ont du savoir-faire, qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs maintenant chez Daesh. Le régime, qui était une dictature féroce, étouffait l'expression de toute confessionnalité. Les chiites ne pouvaient pas célébrer leur fête comme ils l'auraient souhaité. Les Kurdes avaient été réprimés, etc. Il y avait des discriminations quand vous sortiez du baccalauréat ou ensuite quand vous sortiez de l'université. Si vous étiez chiite, major de votre promotion, vous n'aviez pas les mêmes capacités que si vous étiez sunnite. Mais même si dans l'armée il y avait beaucoup de chiites, il y avait une majorité de chiites, etc. Mais justement, l'idéologie, ou ce qui restait de l'idéologie du Baas, qui était un parti panarabe, laïque, etc., masquait un petit peu ces différences chiites-sunnites. Donc il y avait effectivement, on n'en parlait pas trop. On n'en parlait pas trop parce qu'en plus, on ne parlait pas d'ailleurs de tout ce qui pouvait fâcher, parce que dans une dictature féroce, on ne parle pas de ce qui fâche. Mais effectivement, et surtout, il y avait un État irakien extrêmement puissant, puisque c'est un État dictatorial, mais il y avait un dictateur très féroce, mais qui avait quand même au-dessous de lui, comme souvent dans les dictatures, il s'entourait de techniciens. Dans les ministères, certains, le ministère du pétrole fonctionnait plutôt bien, il y avait des ingénieurs qui avaient été formés notamment en France, et dans d'autres ministères, donc il y avait un dictateur, et puis un certain nombre de techniciens, de ministres qui étaient souvent même compétents. Il y a beaucoup d'Irakiens qui sont nostalgiques, non pas de Saddam Hussein, mais nostalgiques de la sécurité qui régnait effectivement sous la dictature, et nostalgiques aussi de cet État irakien qui existait, qu'on le veuille ou non, et qu'il aurait fallu préserver en 2003, même s'il fallait aussi écrémer. Mais c'est là où les Américains se sont beaucoup trompés, et c'est là où il y a de la nostalgie, parce qu'aujourd'hui, c'est un pays sans État. Aujourd'hui, à peu près 15% de la population irakienne est composée des Kurdes. Les Kurdes qui habitent dans le nord de l'Irak. C'est une communauté qui, pendant toute leur histoire, qui remonte à plusieurs siècles, avant même la création de l'État irakien, était toujours en conflit avec les pouvoirs centraux, que ce soit en Turquie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, mais aujourd'hui en Syrie. Et donc les Kurdes qui ne sont pas arabes, qui ne parlent pas arabe, donc ni sur le plan culturel, ni sur le plan religieux, ils ne font pas partie des Arabes. Les chiites, quand on parle des chiites irakiens, ils sont arabes. Ils parlent arabe, ils sont ethniquement arabes, mais Kurdes, non. Or, les Kurdes, toujours, ils ont milité pour leur indépendance. Enfin, ils ne disent pas de cette façon-là, autonomie, fédéralisme, etc.
Et les Kurdes irakiens étaient, après la chute de Saddam Hussein, d'abord, ils étaient avant la chute de Saddam Hussein, et ils étaient alliés des chiites. Parce que c'est un pouvoir arabe sunnite qui gouvernait l'Irak. Deux communautés étaient réprimées. Ces deux communautés étaient kurdes dans le nord, les chiites dans le sud. Et donc, il y avait eu une certaine alliance, coalition entre ces deux. Les Kurdes, après la chute de Saddam Hussein, revendiquent leur autonomie. Ils ont obtenu une constitution fédérale. Aujourd'hui, ils dirigent leur pays, leur territoire, qu'ils appellent l'autorité autonome de Kurdistan, dans le cadre de ce fédéralisme. Mais il y a un problème majeur, et ce problème, c'est que les Kurdes revendiquent la ville de Kirkuk, qui se trouve au nord de Bagdad, au sud du territoire actuel de Kurdistan, comme leur capitale culturelle et historique. Or, Kirkuk, qui était à l'origine effectivement kurde, et après plusieurs décennies, il y a eu des vagues successives de migration arabe, aussi bien sunnites que chiites. Et aussi, il y a des minorités turcomanes proches de la Turquie qui habitent également cette région-là. Et puis, c'est une région extrêmement importante sur le plan pétrole. C'est une région pétrolière. Or, le pouvoir irakien, Bagdad, si vous voulez, sunnites, chiites confondus, ils ne sont pas disposés à laisser Kirkuk pour les Kurdes. Or, lorsqu'ils ont adopté la constitution irakienne et mettent en place un régime fédéral, sous la pression américaine, finalement, ils ont décidé qu'on suspend le sort de Kirkuk et par la suite, avec un référendum sur le sort de Kirkuk, on va décider. Mais ce référendum n'a jamais eu lieu parce que les Kurdes, de plus en plus, ils ont tendance à dire non, maintenant nous sommes à Kirkuk et on reste. De l'autre côté, Bagdad n'accepte pas ce fait-là. Ce fait-là est de tout en important qu'avant ces derniers événements, Daesh, l'État islamique, dans le cadre du fédéralisme, l'autorité autonome de Kurdistan, ils signaient même des contrats pétroliers avec des compagnies étrangères sans passer par Bagdad. Ce qui provoquait vraiment la colère de Bagdad. Par exemple, il existe aujourd'hui, dans la ville de Sulaimania et Erbil, dans chaque capitale, il y a un aéroport international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans le Kurdistan, passant par des villes européennes, sans demander le visa irakien. Il faut un visa de Kurdistan irakien. La question kurde, elle est à la fois centrale et périphérique. Les Kurdes, en 2003, ont été les grands vainqueurs, finalement, de l'intervention américaine parce qu'ils ont bénéficié de ressources financières supérieures à leur poids démographique. Ils ont bien géré leurs régions qui sont devenues des régions autonomes, régions dans lesquelles il y avait une sécurité, il n'y avait pas d'attaque. Et donc, le Kurdistan, comme on l'appelle, ces provinces autonomes d'Erbil et de Souleymanie et de Dohuk, sont devenues des provinces relativement prospères, il y avait un développement. Le Kurdistan a bénéficié de cette amitié avec les Américains, qui avaient déjà depuis 1991, qui avaient, à partir de 1991 et de l'invasion irakienne du Koweït, le Kurdistan a bénéficié d'une no-fly zone, d'une zone de couverture aérienne. Donc l'armée de Saddam Hussein ne pouvait plus intervenir là-bas, en tout cas par les airs. Donc il y avait déjà eu les germes un petit peu de ce développement. Et en 2003, notamment, les Kurdes ont eu le droit d'avancer leur position dans ce qu'on appelle les territoires disputés, c'est-à-dire des dizaines de milliers de kilomètres carrés, au-delà, à la frontière, à la périphérie de leur zone autonome. Et ces zones disputées qui sont restées toujours justement un motif, une pomme de discorde avec Bagdad jusqu'à aujourd'hui encore. Et en 2014, lorsque Daesh a conquis Mossoul, immédiatement, et que d'ailleurs ensuite a voulu s'approcher d'Erbil, ce qui a suscité justement l'intervention américaine rapide pour éviter qu'Erbil tombe, eh bien en parallèle, les Kurdes sont emparés de Kirkuk, qui est une ville qui était arabe, que les Kurdes
revendique depuis avant Saddam Hussein, disant qu'elle était majoritairement peuplée de Kurdes, et surtout Kirkouk, c'est la ville pétrolière. Donc Daesh a été aussi pour les Kurdes d'une certaine façon une aubaine qui leur a permis de saisir Kirkouk. Donc voilà, donc on est dans ce schéma-là, et les Kurdes se sont affrontés aussi sur le pétrole avec Bagdad, parce qu'on a découvert du pétrole chez les Kurdes qu'ils ont voulu exploiter sans passer par Bagdad, alors qu'on reste quand même dans un État central où normalement l'exploitation du pétrole, la vente du pétrole est le fait de la capitale de Bagdad. Les Kurdes ont voulu exporter du pétrole directement, donc ça a été un autre motif de conflit. Lorsque Daesh aura été éradiqué, en tout cas territorialement, en Irak, la prochaine guerre, en tout cas le prochain conflit, sera entre les Kurdes, justement, et Bagdad, parce que rien n'est réglé entre eux, les zones disputées, la question pétrolière, Kirkouk, etc. Donc, voilà. Encore une fois, on est dans cet État irakien post-2003 où rien n'a été réglé et tout est source de conflit. Il y a aussi le volet, c'est-à-dire la responsabilité politique des Américains, qui ont, par ignorance peut-être, sous-estimé la puissance iranienne en Irak. Donc, ils ont misé sur des chiites en pensant que ces chiites pourront contrer cette influence. Et donc, ça a marché un temps, mais finalement, la majorité des chiites est rentrée dans le rang. Et même Bagdad, le gouvernement, donc le premier ministre Maliki, est rentré en conflit avec des milices chiites dans le sud, en guerre. Il est rentré en guerre avec eux. Mais bon, après tout ça, on voit qu'aujourd'hui, l'influence iranienne est très, très forte en Irak parce que les Iraniens, ils ont une vraie stratégie depuis 30 ans qu'ils appliquent petit à petit, et ça paye. Alors que la vision américaine pour la région, elle est déjà erronée, et elle se base sur du wishful thinking. Et on voit bien que ça ne marche pas. Donc il y a une responsabilité dans les faits, avec la destruction de l'armée irakienne, la destruction de l'administration américaine, la dissolution du parti Baas, alors qu'on sait que tout le monde était dans le parti Baas. Et tout le monde était encarté au Baas. Pour être officier, pour être soldat, il fallait avoir sa carte du Baas. Et donc ça a eu son poids avec l'administration américaine militaire qui a été imposée, et aussi les choix politiques. On a parfois la mémoire courte. Il faut se rappeler que création de l'État islamique en Irak 2006, entre 2006 et 2009, une guerre sanglante à tous les niveaux, mais qu'à la fin des années 2000, ceux qui ont viré Al-Qaïda des villes d'Anbar, c'était les clans sunnites. Pourquoi ? Parce que les clans sunnites, le gouvernement Maliki, avec le gage moral américain, leur a promis, à coup de billets verts et de privilèges, leur a promis qu'il y aura une meilleure situation économique, un meilleur partage du pouvoir, une meilleure participation au pouvoir. On était à la fin des années 2000. Donc c'est eux qui ont viré les djihadistes, donc des clans sunnites. On arrive en 2011, 2012, 2013, 2014, ces promesses n'ont pas été tenues. Et entre-temps, il y a eu la guerre en Syrie. Et donc, entre-temps, dès le début de 2012, Maliki a permis l'envoi de milices chiites irakiennes se battre du côté de Damas, ce qui est de bonne guerre. Alors que Maliki lui-même critiquait Assad quelques années avant en lui disant que c'est lui qui laissait passer les djihadistes chez lui en Irak. Donc cette guerre en Syrie, ces promesses non tenues, cette nouvelle génération qui a vu que les premiers chefs des clans avaient été pour la plupart corrompus, n'ont pas pu obliger Bagdad à tenir ses promesses, ou n'ont pas voulu eux-mêmes que ces promesses soient tenues, parce que la corruption est un vrai problème en Irak, que leurs représentants, par exemple, comme le vice-président Hashimi, était accusé de terrorisme, il a fui au Kurdistan, que avec ce vent de révolte arabe, ils ont commencé à faire des sit-ins à Ramadi pacifiques pour demander que ces promesses soient tenues. Et il y avait des représentants, des parlementaires qui venaient sunnites. Et qu'un de ces parlementaires, il y a eu une descente chez lui, son frère a été tué. Pareil, il a été accusé de terrorisme, mis en prison, il est toujours en prison. Et donc quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, à quoi bon ?
Donc à quoi bon? Donc, il faut prendre les armes pour se défendre. Et à ce moment-là, l'État islamique qui était rudimentaire dans le désert, rudimentaire, on parle de quelques centaines de personnes, ils sont revenus sur les sit-ins de Ramadi, dire aux gens, c'est nous qui allons vous protéger. Ils sont revenus à Fallujah, janvier 2014. Ils ont pris la ville sans qu'une balle soit tirée. Et après, vous connaissez l'histoire, avec la prise de Mossoul, tout ce qui s'est passé, l'expansion dans tout le pays. Et pour l'anecdote concernant ce Alwani, donc ce député irakien, été 2015, et là ça vous explique aussi la résistance des clans sunnites, été 2015, la moitié de la ville de Ramadi était entre les mains des djihadistes. Que la moitié. Et la première moitié a été prise en 2014. Donc les clans sunnites de Ramadi, qui est une ville sunnite, ils ont résisté 1 an, à peu près, aux djihadistes. Mai 2015, on a la condamnation à mort d'Alwani, donc qui est originaire de Ramadi, confirmée par Bagdad, alors que son clan se bat contre les djihadistes. Donc condamnation à mort pour terrorisme. Et donc, 2 jours après, quelques jours après, Baghdadi, il fait un discours, donc le chef de l'État islamique, il dit « Nous, on considère que les familles de ceux qui se battent contre nous ne sont pas concernées. Donc on leur demande de rester à Ramadi ou de revenir, alors que beaucoup avaient fait l'exode jusqu'à Bagdad, et à l'époque, Bagdad ne les a pas laissés rentrer, donc les familles sunnites de Ramadi, ils ont parqué dans le désert, il y a eu beaucoup d'exactions. Donc Baghdadi, il dit, donc à l'aune de la confirmation à mort du député, qui appartient à un clan très grand, et anti-djihadiste historiquement, et l'exode des populations qui n'ont pas été acceptées par Bagdad, Baghdadi, il dit, revenez. Vous pouvez revenir aux familles, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos hommes. Donc en gros, repentez-vous, quoi. Pour les hommes aussi. 2 jours après, toute Ramadi a été prise par l'État islamique. Donc depuis, elle a été reprise par le gouvernement, mais à quel prix? Destruction totale de la ville, exode de la population, ville fantôme. Ramadi, Beiji, Tikrit, Fallujah. Je donne un exemple. On connaît tous l'exemple des camps palestiniens. D'accord? 50 ans. 50 ans, ce que s'appelle le Shatat. C'est-à-dire, c'est les Palestiniens éparpillés dans les pays arabes autour de Palestine, Israël. 50 ans de problèmes. Donc de problèmes humanitaires, de problèmes sociétaux, de problèmes d'injustice, mais aussi de problèmes de sécurité. D'accord? Bon. Ce qui se passe en Syrie et en Irak aujourd'hui, avec la destruction totale des villes, et l'exode de millions de personnes, de villes historiques en plus, de villes historiques des millénaires, c'est le problème des camps palestiniens fois 1000 qui va se poser sur au moins 50 ans. C'est de ça que les gens ne se rendent pas compte. Il n'y a pas de villes libérées. Il y a des villes détruites, des populations en exode. Okay? Donc, et là, on parle de grandes villes. Donc, le ressenti, il existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'à Fallujah, malgré 2 ans de siège, la ville ne s'est pas révoltée contre les djihadistes. Parce que bien sûr, il y a des gens qui sont contre eux dedans, bien sûr, il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les milices rentrer? C'est quoi l'alternative? Pourquoi Mossoul? Tout le monde a vendu Mossoul en disant, voilà, quelques semaines, ça va être fini. Ça fait combien de temps? Sirte, en Libye. On ne parle pas assez de la Libye. Ça fait 8 mois que les batailles sont en cours entre les djihadistes et moult forces libyennes face à eux, et frappes américaines, et frappes de drones, et frappes des Émirats unis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des Martiens. Donc c'est des gens qui sont de ces zones. Et donc il y a un ressenti contre les autres pour multiples raisons. Il n'y a aucun groupe révolutionnaire, djihadiste, qui peut s'implanter sur une zone s'il n'a pas un minimum, mais vraiment un minimum de soutien populaire. Mao a dit, en son temps, le mouvement révolutionnaire, il faut que ce soit comme un poisson dans l'eau. Sinon, ce n'est pas possible. Et sinon, ça aurait été beaucoup plus facile d'évacuer l'État islamique de ces zones, qu'il a pris en quelques mois. Alors là, on voit que chaque ville, c'est une bataille de plusieurs mois, destruction totale, exode de la population, avec tous les problèmes que ça implique. Donc, vous me demandez s'il y a un ressenti. Bien sûr qu'il y a un ressenti, pour toutes les raisons qu'on a exposées. Pour le démantèlement de l'armée, pour les sunnites qui passent en citoyens de seconde zone, pour la corruption, voilà. Et on rajoute encore à tout ça
aujourd'hui l'époque qu'on vit qui est propice à l'idéologie djihadiste. C'est l'affaire du siècle. Parce que des générations d'Arabes, on va dire, ou des pays arabo-musulmans, ils ont tout essayé. Le panarabisme, le panafricanisme, il y avait les luttes coloniales au siècle dernier, il y avait le communisme, il y avait des luttes. Aujourd'hui, bon, c'est quoi leur lutte? C'est-à-dire, leur choix, il est entre la botte des régimes militaires ou les régimes corrompus. Ils ont essayé les révolutions arabes, faire des élections en Égypte, ils ont ramené un frère musulman, le monde n'en a pas voulu, il y a eu un coup d'État, tout le monde a applaudi. Donc elle est où la démocratie? Donc ce déni de démocratie, et aussi ce besoin, ça va ensemble, aussi ce besoin de révolte aujourd'hui qui s'inscrit dans cette mouvance djihadiste qui prépare le terrain depuis plus de 40 ans, fait qu'on a cette situation-là aujourd'hui. Et ça s'applique aussi aux jeunes qui partent d'ici aussi pour rejoindre les mouvements djihadistes. Il y a des raisons derrière, il y a des convictions, il y a une idéologie. Ce n'est pas tous des paumés et des fous et des paumés et des fous, ils ne peuvent pas construire un proto-État comme l'État islamique et tenir tête depuis au moins 2 ans à une coalition de plus de 60 pays, plus la Russie, plus l'Iran, plus. 2004, 2006, donc la rébellion qui s'est mise en place. 2006, 2009, une guerre civile quand même féroce. À partir de 2006, justement, Al-Qaïda a provoqué cette guerre civile en détruisant notamment le mausolée chiite de Samarra, et donc a provoqué la réaction des chiites, l'implication de l'Iran aussi discrète mais efficace auprès des milices chiites, et donc la guerre civile. Mais ce qui était intéressant de souligner dans ces années-là, aussi dans les années de violence, où la police était infiltrée par les chiites, où les rebelles sunnites mettaient des bombes, tuaient, etc., c'est qu'il y a eu en 2003 un partage du pouvoir quand même. On a donné le poste, on a calqué le modèle libanais, le partage confessionnel du pouvoir en Irak. Or, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Vous avez vu, au Liban, il a fallu 2 ans pour élire à nouveau, désigner un président de la République. Donc, le système confessionnel qui a été retenu, c'était un président de la République qui est une sorte de reine d'Angleterre qui sera kurde, un Premier ministre qui a le vrai pouvoir qui sera chiite parce que les chiites sont la majorité démographique, et un président du Parlement qui a peu de pouvoir, qui sera sunnite. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre, si vous voulez, les élites de ces partis se sont un petit peu partagé le pouvoir, mais surtout, ils se sont partagés la manne pétrolière, parce que l'Irak est un pays immensément riche, avec des réserves pétrolières extrêmement importantes, et donc, dans les années 2008, 2009, 2010, où l'Irak était encore secoué par une violence très importante, l'Irak exportait encore, je crois, ils étaient à 2 millions de barils jour. Donc l'Irak avait un excédent des recettes pétrolières de plus de 100 milliards de dollars par an. Et donc, les différentes confessions et les différents leaders de chacune de ces confessions s'accordaient entre eux pour se partager la rente. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'État, mais il y avait un partage de cette rente pétrolière, de l'argent, et ce qui fait que finalement, tout le monde avait intérêt à ce que ce système extrêmement généreux perdure. Et on l'a bien vu qu'il y avait quand même, je crois, jusqu'à récemment en Irak, 400 vice-ministres. Un député avait 13 gardes du corps. Le salaire d'un député, c'est au moins 20 000 € par mois. Donc on se partageait le gâteau entre nous. Parce que le gâteau, il était abondant, il était extrêmement généreux. Et c'est ça aussi qui a détaché, qui fait que tout ce personnel politique corrompu, inefficace, incompétent, le personnel politique irakien est discrédité aux yeux de la population irakienne. Donc voilà, c'est aussi ça, un des éléments de la crise. Et c'est un des éléments qui explique que ce pays s'enfonce petit à petit. Alors que c'est un pays qui est riche en pétrole, qui est riche en eau. Il y a 2 grands fleuves qui traversent l'Irak, l'Euphrate et le Tigre. Riche en hommes, il y avait quand même des gens qui avaient été bien formés, etc. Or, ce pays est devenu un pays qui est à la fois un des plus corrompus au monde et un pays où rien ne fonctionne. À Bagdad, il y a encore l'électricité ne fonctionne pas. Donc voilà, on assiste depuis 13 ans à une lente
et constante descente aux enfers. C'est ce qui est le plus navrant quand on connaît ce pays. Quand les Américains ont quitté l'Irak, les Irakiens ont reconstruit quand même. Aujourd'hui, il y a des élections avec de grands succès. Il existe en Irak des partis politiques qui participent aux élections. Il existe une société civile extrêmement importante et active. Au point où aujourd'hui, le Premier ministre irakien s'appuie sur la société civile pour contrecarrer l'influence des partis politiques. Non, l'État irakien existe, il fonctionne bien aujourd'hui, mais il a ses problèmes, ses difficultés, comme tous les pays qui sortent d'une guerre. Surtout qui sortent d'une guerre et d'une intervention ou même d'une occupation étrangère. Vous voyez, l'Afghanistan, par exemple, il y a 30 ans que ça dure. Pendant 14 années, l'OTAN était présente, mais n'ont pas réussi à résoudre, parce qu'une fois qu'un pays entre dans une crise de ce genre, c'est difficile d'en sortir. Mais moi, je pense au contraire. Les Irakiens ont le mérite d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ce ne sont pas les Américains, les Français qui mènent cette guerre contre Daesh. Ce sont des Irakiens. Ce sont des Irakiens de l'armée irakienne, les forces spéciales irakiennes, les Irakiens s'appellent la mobilisation populaire. Ils ne s'appellent pas des milices. Mais nous, ici en Occident, on les appelle des milices chiites, sunnites, kurdes. Également, on les appelle Peshmerga là-bas. Voilà. Mais cette coalition entre les Irakiens qui mènent cette guerre, bon, avec l'aide de l'aviation américaine et un peu française. Non, l'État irakien existe, mais cet État a encore besoin de temps pour surmonter toutes les difficultés qui ont été imposées, hein, notamment par les Américains, qui sont vraiment les responsables de cette situation de chaos que l'Irak commence à surmonter. L'opération de reconquête de Mossoul est plus compliquée qu'escomptée pour l'armée irakienne. Elle doit faire face de son propre aveu à la résistance féroce des combattants du groupe État islamique. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Bon. Donc, quand on nous fait des mises en scène de les Kurdes qui rentrent et les femmes qui enlèvent leur voile et qui allument des clopes, bon, c'est un peu... c'est de la propagande. Voilà, c'est du wishful thinking. C'est ce qu'on a envie de croire, c'est ce qu'on a envie de voir. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité, hein? Donc, est-ce qu'une ville de 2 millions comme Mossoul peut être prise par moins de 300 djihadistes s'il n'y a pas de soutien? Est-ce qu'une ville comme Fallujah peut rester entre les mains des djihadistes 2 ans s'il n'y a pas de soutien? Donc au début, ce soutien était bien réel. L'effort de guerre entrepris fait que ce soutien diminue. Parce que c'est comme ça, c'est humain. Donc les gens, quand ils voient que cet État islamique qui se veut État, qui se prétend État, n'est incapable de leur assurer sécurité et vie normale, tous les guillemets qui s'imposent dans ces pays, ils vont se détourner de lui, de un. Il restera le noyau des convaincus. Il y a aussi, quand un groupe rentre et prend une ville, il y a les profiteurs. Il y a les gens qui rejoignent pour des raisons complètement mercantiles, ou personnelles, ou pour des vengeances personnelles. C'est humain, c'est pas noir ou blanc. C'est toujours gris. Donc, mais si le ressenti de révolte était bien réel contre les djihadistes, ces villes se seraient déjà soulevées. Parce que c'est ce que les Américains ont essayé de faire à Fallujah. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire à Mossoul. Ils ont dit à Mossoul, oui, la population va se soulever, il y aura une résistance. Bon, on ne la voit pas. On ne la voit pas arriver parce que, pour une simple raison, parce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on leur propose? Le retour sous le joug des milices et des... Qu'est-ce qui est proposé à ces gens? C'est ça qu'il faut. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire on a proposé au clan sunnite une meilleure participation, un meilleur partage, beaucoup d'argent. Donc bon, ça a marché, ils ont chassé les djihadistes à la fin des années 2000. Mais là, qu'est-ce qu'on propose? Là, ce qu'on propose aux gens, c'est détournez-vous des djihadistes pour avoir la vie sauve. Bon, c'est tout. Il n'y a pas de projet politique derrière. Donc il y en a qui vont dire, bah non. Hein?
En Syrie, qu'est-ce qu'on propose? Regardez ce qui se passe à Alep aujourd'hui. Et ce qui se passe à Alep, c'est une dynamique qui a démarré en août. En août, les Turcs ont demandé à des factions à Alep de quitter Alep, alors qu'ils avaient déjà desserré l'étau autour de la ville, avec Al-Qaïda, certes, et tout, voilà, les djihadistes. Ils ont demandé, bon, maintenant vous avez desserré l'étau, venez vous battre avec nous contre l'État islamique à Jarablus dans le nord. Et donc les factions rebelles, elles ont quitté Alep pour se battre du côté des Turcs, qui jouent leur propre partition, qui veulent leur zone de sécurité. Bon. Quelques semaines après, l'armée syrienne a refait le blocus d'Alep. Il n'y avait plus personne, il y avait très peu de moyens à Alep. Et les djihadistes et les rebelles étaient épuisés tout l'été à faire des allers-retours, d'attaques, de machin. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Alep? Ils ont perdu la moitié de leur territoire dans la ville, les rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix d'aller se battre du côté des Turcs. Et donc maintenant, les gens d'Alep, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle est où la communauté internationale? Ils sont où les rebelles? Ils sont où? Qui reste avec eux? Les djihadistes. Bon. Donc, mais c'est comme ça. Quand le blocus d'Alep a été coupé, c'était Al-Qaïda en tête de file. Ce n'était pas un convoi de l'ONU qui a coupé le blocus. Donc ces gens-là, qui sont sous les bombes depuis 5 ans, bon. Et idem pour l'Irak. L'Irak, ça fait 15 ans qu'il est en guerre. Donc, quand une guerre dure, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi j'ai écrit un papier pour l'IRIS à l'époque, qui a été repris par Le Monde en octobre 2011. Donc on était à quelques mois après le début de la révolution syrienne. Et j'ai dit, si ça dure, en gros, ça va devenir sectaire. C'est impossible, ça tourne autrement. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Donc l'alawite va être plus dans son alaouisme, et le sunnite va être plus dans son... parce que c'est comme ça. Ça revient à la tribu, au clan, parce que c'est existentiel. On ne peut pas leur demander d'être Charlie, et alors qu'ils se font la guerre. Et c'est une guerre à la vie, à la mort. C'est pas une guerre voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le perdant. Et c'est exactement ce qui se passe en Irak. C'est exactement ce qui se passe en Irak. Je l'ai dit dans mon livre. J'ai fait un long chapitre sur les clans sunnites. Est-ce que les clans sunnites sont pour ou contre l'État islamique? On ne peut pas dire qu'ils sont pour ou contre. Il y en a pour, il y en a contre. Voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées. Il y a des chefs qui sont contre et leur clan, la moitié de leur clan est avec. Donc voilà, c'est compliqué, c'est complexe. La situation est complexe parce que c'est humain. L'humain est complexe, c'est tout. On ne découvre pas l'eau chaude. Donc il y a aujourd'hui des clans sunnites, oui, qui sont plutôt du côté de Bagdad. Mais est-ce que Bagdad va leur assurer quelque chose de plus que la vie sauve et la sécurité? Parce que sinon, dans 5 ans, on aura un autre État islamique, si c'est le cas. Hein. Les gens aspirent à prendre ce qu'ils veulent par la force si on ne leur donne pas. Et donc si aujourd'hui l'État islamique est écrasé militairement, d'accord, tous ces gens dans les camps qu'on a évoqués tout à l'heure, la 2e génération, 3e génération, les enfants qui ont aujourd'hui 10, 12 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont rester, vivre leur misère, ou ils vont se révolter? Si, ils vont se révolter très certainement. Est-ce qu'ils vont écouter leur chef de clan? Non. Einstein, il dit, on ne peut pas faire et refaire, c'est la folie, la définition de la folie, c'est de faire et refaire la même chose en espérant un résultat différent. Donc là, on fait et on refait la même chose en espérant des résultats. Ben non, les résultats ne seront pas différents. Ils seront voire pires. Aujourd'hui, il n'y a que l'État islamique en Irak. Al-Qaïda a essayé de se réimplanter en Irak à l'aune de son conflit avec l'État islamique en Syrie, mais ils n'ont pas réussi. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à s'implanter, hein, on est d'accord, c'est-à-dire à s'implanter, avoir une vraie influence, une vraie présence. Mais est-ce qu'ils ont des sympathisants? Bien sûr. Est-ce que l'affaiblissement de l'État islamique fera en sorte qu'Al-Qaïda reviendra d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Mais ce que propose l'État islamique est plus en accord avec l'aspiration de la majorité du public susceptible de rejoindre l'un ou l'autre en Irak. Parce que l'État islamique veut un territoire en Irak. Et il se veut protecteur des sunnites. Alors qu'Al-Qaïda, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne autrement. Donc après, il faut voir. Mais bien sûr que l'affaiblissement de l'un va profiter à l'autre. Et on a un exemple au Yémen. Au Yémen, moi j'ai interviewé plusieurs personnages et personnalités d'Al-Qaïda de la péninsule arabique et les Américains ils ont tué pas mal de chefs dernièrement d'Aqpa et ça a favorisé l'État islamique. Ça a favorisé l'implantation de l'État islamique là-bas.
Mais vu que Al-Qaïda avait tissé bien ses liens avec les tribus, l'État islamique n'arrive pas à prospérer, si je puis dire. Et cette compétition a causé des centaines de morts en Syrie, voire des milliers. C'était une vraie guerre très dure. Il y a eu ce genre de conflit aussi en Somalie. L'affaiblissement de l'État islamique fera qu'Al-Qaïda reviendra. Mais il faut voir quel niveau de tolérance. C'est pour ça que je vous donne tous les exemples. C'est-à-dire en Syrie, c'était des combats à la mort. En Somalie, il y en a eu un peu. Pour le moment, pour le Sahel, ça se frite pas. Au Yémen, ça se frite pas. Même si, par exemple, c'est Akpa au Yémen qui est en tête de file idéologiquement pour dire que ce califat est légitime. Moi, on me l'a dit, le numéro 3 de l'Al-Qaïda, il me l'a dit à moi. Il m'a dit ce califat est légitime. Nous, on n'accepte pas que les gens soient décapités, filmés sur les vidéos, machin. Une longue diatribe, mais il faut voir. À chaque fois, c'est assez spécifique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, vraiment pas, c'est que Al-Qaïda, ils ont une longue expérience. Ils sont beaucoup plus insidieux, beaucoup plus smart politiquement. Ils travaillent vraiment sur le long terme. Vraiment. Contrairement à l'État islamique. Voilà, contrairement à l'État islamique. Donc, mais ce n'est pas les mêmes démarches en même temps. Donc, il faut voir. Il faut voir. Mais Al-Qaïda, je pense pas du tout que... Je pense que l'organisation est aujourd'hui au plus fort, depuis sa création. Il ne faut pas penser que Al-Qaïda, c'est... Non, au contraire. Il n'y a pas d'intervention propre. Il y a des bombardements, il y a des dommages collatéraux, il y a des morts, il y a des infrastructures détruites, il y a des conséquences. Ça n'existe pas, les guerres propres. Après, il y a une différence, bien sûr, entre le pourcentage de dommages collatéraux causés par des frappes occidentales ou par des frappes de drones, qui est quand même existant et important, et le pourcentage de dommages collatéraux causés par du carpet bombing à la russe. Voilà, donc il y a les deux. Mais c'est un effort de guerre, d'accord? Donc il y a la coalition dans le ciel, mais il y a qui au sol? Et à la fin, il y a quoi? Les villes sont complètement détruites. Donc les gens là-bas, qui se prennent les bombes, ils s'en foutent si l'avion au-dessus d'eux est russe, américain ou français, ou c'est du ciblage ou pas ciblage. Parce qu'en fin de compte, leur ville est détruite et ils sont dans les... Et eux, les gens qui voient devant eux, c'est des miliciens aussi radicaux que l'État islamique. Donc, et pour eux, l'aviation, elle appuie ses miliciens. N'importe le drapeau collé sur l'avion. Donc comment c'est perçu? C'est perçu très très mal. Et c'est pour ça que les choix qu'on fait aujourd'hui sont déterminants pour les années à venir. Il faut en être conscient. Donc il faut les faire, il faut en être conscient. De la perception de cet engagement occidental par les populations locales. Tous bords confondus. Tous bords confondus, chiites, sunnites. Voilà, il faut en être conscient. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc toutes les décisions qui sont prises doivent être prises en connaissance de cause. En connaissance de cause. C'est les Occidentaux libérateurs. Je pense que ni les chiites ni les sunnites voient les choses de cette façon-là. Donc chacun joue sa partition aujourd'hui là-bas. Les Iraniens jouent leur partition, les Turcs jouent leur partition. Les Saoudiens, ils ont essayé, bon là, je pense que ils n'ont pas réussi. Et donc chacun joue sa partition. Je vous ai dit au début, les Iraniens, ils ont une stratégie sur 30 ans, qui a commencé il y a au moins 30 ans, et qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc c'est pas de l'instantané. Alors que, bon, il n'y a pas de stratégie occidentale. Il n'y en a pas. Ni américaine, ni française, ni... Les Russes sont droits dans leurs bottes depuis le début, ils appuient Assad, voilà, tous ceux qui portent les armes sont des terroristes, et on va les inhaler. Et c'est ce qu'ils font. Donc voilà, les Occidentaux sont toujours dans du wishful thinking, c'est-à-dire moi, il y a des faits, quoi. Moi, je ne suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il y a des faits. Il y a d'un côté une stratégie, certes, sanguinaire, mais qui n'a pas changé. Et d'un autre côté, des yo-yo, quoi. Et donc, voilà. Et donc, comment expliquer à un rebelle syrien, lambda, qu'il faut arrêter de se battre contre Assad, auquel il se bat depuis 5 ans, tourner son fusil vers les djihadistes, qui étaient sans dire ses amis, mais ses compagnons de guerre il y a quelques mois, et de délaisser une ville comme Alep.
Ben pourquoi? C'est-à-dire, comment le convaincre? Avec de l'argent? Peut-être. Mais l'argent, ce n'est pas une vraie conviction. C'est celui qui est convaincu par l'argent changera d'avis du moment où il y aura quelqu'un d'autre qui le paiera mieux. Bon. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Il y a eu des armes qui ont été envoyées, il y a eu vers des factions rebelles qualifiées de modérées, et donc ces factions n'ont pas tardé à vendre les armes ou à se faire piquer les armes par les djihadistes. Il faut une conviction. Il faut une conviction pour combattre. Et c'est pour ça aussi, d'un autre côté, ce sont les milices chiites, qui sont aussi radicales que l'État islamique, qui ont des résultats sur le terrain. Ou des milices, par exemple, communistes comme le PKK kurde. Parce qu'eux aussi, ils ne se battent pas pour Charlie, ni pour sauver le monde. Ils se battent pour avoir leur lopin de terre. Et donc, ils ont la motivation. C'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est la motivation, la conviction. Qu'est-ce qui fait que les djihadistes tiennent face à des armées parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont sur le chemin du paradis, qu'ils sont en mission divine pour sauver le califat. Et qu'est-ce qui fait qu'un djihadiste du Hezbollah se battrait jusqu'au bout? Parce que lui aussi, il fait son djihad. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un Afghan, réfugié afghan chiite en Iran, porte les armes en Syrie? Parce qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, ce qui fait que Alep, les rebelles ne tiennent plus à Alep, parce qu'ils sont épuisés tout l'été, hein, en munitions, en ressources humaines, machin. Et d'un autre côté, le Damas, elle a son armée, elle a l'appui aérien russe, et elle a des vagues de miliciens chiites, d'Afghanistan, d'Irak. Bon, le Hezbollah, je ne le compte pas dans les vagues, parce que c'est une force d'élite, mais elle a des vagues. Donc là, les Iraniens, ils sont en train il y a une loi qui a passé une première étape en Iran pour que les réfugiés chiites afghans qui meurent en Syrie, leurs familles ont le droit d'avoir la nationalité iranienne. Donc il y a une stratégie. En face, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. Il n'y a pas de stratégie. Et ce manque de stratégie fait que les Occidentaux, aujourd'hui, en tout cas à mon sens, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire par rapport à ce qui se passe. Et que la stratégie, en Syrie en tout cas, et que la stratégie en Irak, elle est vraiment court-termiste. Elle est vraiment court-termiste. Bon, après, c'est des choix, mais il faut en être conscient. Une fois que Mossoul sera libéré, il sera libéré. Hein. Ensuite, il y a le problème de la suite. Daesh ou l'État islamique ne disparaîtra pas, ni d'Irak, ni de la Syrie, et surtout ni des autres parties du monde, de la région où maintenant ils sont présents. Daesh sera vaincu militairement, évidemment. Ça sera un point important, parce que lorsque cette organisation est affaiblie sur le plan militaire, évidemment qu'il perdra une certaine influence et aura qu'il a eu après la conquête de Mossoul. Mais en même temps, aujourd'hui, Daesh n'est plus cantonné en Irak, à Mossoul ou à Raqqa. Aujourd'hui, la plupart des organisations djihadistes de type Al-Qaïda, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Yémen, que ce soit même en Afghanistan, au Pakistan, même dans certaines parties de l'Asie centrale, ils se sont déclarés, enfin, ils ont annoncé leur obéissance à l'État islamique. Donc, l'État islamique, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, par exemple, la France considère l'État islamique comme une menace globale. Une menace globale, c'est que moi, je pense que la défaite militaire de Daesh, c'est important, mais ce n'est pas la fin de Daesh. Hein? Ce n'est pas la fin de Daesh, parce que Daesh, d'abord, aujourd'hui, a une obédience incroyable dans certaines parties du monde, jusqu'au Bangladesh, jusqu'aux Philippines, jusqu'à l'Indonésie. Vous voyez, sans parler de certains milieux en France. Hein? C'est la raison pour laquelle, oui, il faudrait continuer ensuite la lutte contre Daesh sur d'autres plans. Sur le plan politique, d'abord, il faudrait convaincre les pays qui ont soutenu Daesh ou l'État islamique, qui sont en même temps membres de la coalition internationale. C'est ça aussi la faiblesse de la coalition internationale. Il y a une coalition internationale contre l'État islamique, en même temps il y a des pays dans cette coalition qui dans le passé ont soutenu l'État islamique. Donc vous voyez, c'est vraiment compliqué, aussi bien la situation en Irak, en Syrie, dans la coalition et dans la coalition contre l'État islamique.
Les Irakiens qui sont membres de l'État islamique ne vont pas tous être tués, donc ils vont retourner dans la clandestinité, ils vont aller dans le désert, ils vont se cacher auprès de tribus qui leur sont favorables, et ils continueront d'attaquer les forces de sécurité irakiennes, les rares étrangers qui sont là-bas. Donc on retombera dans un mode d'attaque asymétrique qu'on a connu dans les années 2006-2008, c'est-à-dire la clandestinité, et puis des attentats massifs, parce qu'ils savent faire. Il y a la victoire militaire contre l'État islamique qui est importante. S'il n'y a pas un partage du pouvoir, une répartition du gâteau, la reconstruction d'une véritable armée, ça a commencé un petit peu là avec les unités antiterroristes, et puis voilà, eh bien, il n'y aura pas d'amélioration, parce qu'après Mossoul, il y aura autre chose. Daesh ne s'appellera pas Daesh, mais il y aura dans 3-4 ans, si la minorité sunnite sont toujours opprimés, délaissés, etc., ils recréeront un Daesh bis ou un Daesh qui s'appellera autrement. Et on retombera dans les mêmes travers, etc., et la même violence. Haïdar al-Abadi, le Premier ministre, est beaucoup mieux que son prédécesseur Nouri al-Maliki, mais il est surveillé par d'autres leaders chiites. Il a l'Iran derrière qui le surveille aussi. Voilà, côté sunnite, il y a une crise aussi de leadership. Donc, si vous voulez, c'est un pays sur lequel on peut être pessimiste dans un avenir proche parce que il n'y a pas, encore une fois, je vous le disais, on ne voit pas apparaître une espèce d'homme providentiel qui pourrait justement faire taire comment dirais-je, ces aspirations confessionnelles qui ont pris le dessus maintenant. Les erreurs, elles sont déjà commises. Elles sont déjà commises. On sait qu'il y a eu des rapports de Human Rights Watch sur des exactions commises dans les villages qui ont été pris avant d'arriver à Mossoul. On a tous vu la fameuse vidéo où il y a un gamin de 12-13 ans se faire écraser par un char de l'armée en plus. C'était même pas les milices. Donc ça c'est des erreurs. Parce que comment une armée veut se prétendre nationale et unificatrice si elle laisse faire ça? Il y a eu une loi votée par le Parlement il y a 2 jours, irakien, qui intègre toutes les milices aux forces armées. Officiellement. Donc, qui leur donne tous les privilèges des militaires. Pour les familles, et donc, ces gens-là, ces miliciens chiites qui sont présents dans moult rapports d'organisations humanitaires pour leurs exactions, aujourd'hui sont considérés comme des représentants de l'État irakien. Bon. Dont certaines milices sont sur des listes terroristes. Donc c'est quoi le message derrière? Donc, est-ce que ça, c'est des erreurs ou pas? Oui, bien sûr que c'est des erreurs. Hein? Donc, est-ce qu'une armée qui se veut une armée nationale peut agir comme ça et espérer une cohésion derrière? Aujourd'hui, on voit que beaucoup de responsables politiques, ici ou ailleurs, disent qu'il faut reparler avec Assad et même le soutenir. Bon. Donc c'est quoi le message derrière? Moi je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, encore une fois. Hein. Il faut juste faire les choix en connaissance de cause. On ne peut pas faire ce genre de choix en disant on ne savait pas. Bon, on sait. Donc si le choix est fait, il est fait en connaissance de cause. Et donc avec les conséquences. Donc on ne peut pas aller prêcher la démocratie et la liberté et faire l'inverse. Il faut arrêter de le faire. Il faut peut-être faire comme les Russes. Ils ne prêchent rien, les Russes. Ils vendent leurs armes et ils soutiennent ce qu'ils veulent soutenir par rapport à leurs propres intérêts en tant qu'État, sans broncher. Voilà. Donc il faut... quelles sont les erreurs? Il faut arrêter les contradictions. Je ne dis pas qu'il faut faire un choix là ou là. Je dis, on y a des choix, il faut les faire, mais chaque choix doit être pris en bonne connaissance des causes et en ayant en vue les conséquences.